Et salut à tous, c'est Julien Legaune. Aujourd'hui, je vais te parler de la prison d'Alcatraz. Je vais te parler de l'évasion de 3 hommes, Frank Morris et les 2 frères Englin. Alors, comment ont-ils réussi à s'échapper de ce bunker qui est considéré comme la prison la plus sécurisée des États-Unis? Là, on part sur un truc à la Prison Break. Une prison que tout le monde disait impossible à fuir. Et pourtant, ils ont réussi à en sortir. Et jusqu'à aujourd'hui, encore personne ne sait vraiment ce qui leur est arrivé par la suite. L'histoire, elle est complètement folle. C'est l'évasion la plus spectaculaire du XXe siècle. Alors, installe-toi, tranquille. On part sur une véritable série Netflix. Mais attends, avant, tu t'abonnes. Active la cloche aussi. Mets ton pouce, c'est important, ça soutient et en plus c'est gratuit. Maintenant, tu me prends, comme d'habitude, tes pop-corn. C'est parti. Je te remets dans le contexte. Imagine-toi le décor, une île isolée. Une prison construite sur un îlot rocheux au milieu de la baie de San Francisco. C'était une ancienne forteresse militaire qui est devenue ensuite cette prison considérée inviolable à l'époque. Elle sera active de 1934 à 1963. Elle est entourée d'une eau glacée, agitée de courants mortels. Là, on parle d'eau glaciale, tu vois. C'est 12 degrés. Des courants qui t'emmènent droit vers le large. Et le pire, des requins prêts à faire de toi leur prochain petit déjeuner. Tu vois, le gouvernement voulait en faire un symbole de peur. L'objectif, mettre les pires détenus dans une prison réputée infranchissable. Il faut savoir que pour une prison classique, c'est un gardien pour 15 détenus. À Alcatraz, on n'était plus sur un gardien pour 3 détenus. Ça te montre un peu l'exigence, la rigueur de cette prison. Cette prison, elle est là pour te briser. Exemple, tu n'as plus ton nom. Tu deviens un numéro de matricule. Ici, on y enferme les pires criminels. On va parler notamment d'Al Capone, je suppose que tu connais. Machine Gun Kelly, Robert Strand. Tu vois bien le délire là. Des légendes du crime. Alcatraz, c'est l'enfer pour les prisonniers. Les règles sont la discipline, l'isolement et le silence. Au niveau architecture, la prison est faite de 4 blocs cellulaires, bien séparés les uns des autres. Bloc A, bloc B, bloc C et bloc D. Et comme j'ai pu te le dire, c'est réparti sur 4 niveaux différents. Les détenus y vivent dans des cellules minuscules, 2,74 m par 1,52 m, ça te donne une image. Les cellules, elles n'ont pas de porte, ce sont des grilles, comme ça tu as zéro intimité. Tu veux aller pisser un coup, on te voit. Tu veux faire la grosse commission, c'est la même. Ça te brise moralement et ça t'enlève toute dignité. Leur seul privilège est une douche chaude. Et attends. Je vais t'expliquer pourquoi. Uniquement pour ne pas qu'ils s'accoutument à l'eau froide. Tu sais, l'eau froide de la baie. Comme ça, ils n'ont même pas l'idée et l'habitude d'être dans l'eau froide. C'est vicelard, hein? La sécurité est au maximum. Les détenus sont comptés jusqu'à 13 fois par jour. T'imagines? Un bruit, une parole de trop et c'est le mitard. Bloc D. Allez, je te mets le contexte. Le bloc D, c'est là où les pires prisonniers sont transférés. On y trouve 6 cellules. Les prisonniers l'ont même baptisé le trou. Et comme tu peux le voir, c'est plus que rudimentaire. Et certains, ils peuvent y séjourner plusieurs mois. Tu vois, dans cette prison, c'est l'enfer. L'enfer sur Terre. Pas de contact humain, pas de chaleur, pas d'espoir. Certains, ils deviennent fous. Puis t'as les autres qui se suicident. En tout cas, t'y passeras pas un bon moment. En tout cas, il y a un truc qui est sûr. Ils rêvent tous de la même chose. Fuir, l'évasion, la liberté. Mais personne n'a jamais réussi. Alors, ouais, il y en a, ils ont tenté de s'évader d'Alcatraz. Mais c'est un peu comme sauter d'un avion sans parachute ou affronter Tyson alors que tu n'as jamais fait de boxe de ta vie. T'as quasiment aucune chance de réussir.
Entre 1934 et 1963, 36 détenus tenteront le coup et personne n'y parviendra, enfin du moins officiellement. Tu vas voir, je vais te raconter cette histoire. Parce qu'en 1962, 3, ils vont essayer. Vont-ils réussir ou pas? En tout cas, ils vont changer le cours de l'histoire de cette prison. Et ça, pour l'éternité. Tout commence avec Frank Morris, matricule de la prison AZ 1441. T'as vu, je fais jusqu'au numéro matricule. Un type calme, intelligent, brillant. Il a un QI de 133 et un talent apparemment pour s'évader. Frank ne supporte pas être enfermé entre 4 murs. Mais faut voir le personnage. La justice le condamne la première fois pour un délit à l'âge de 13 ans. Puis, vers la fin de son adolescence, Morris est arrêté pour détention de drogue et attaque à main armée. Tu vois le phénomène. Au fur et à mesure de sa vie, d'adulte, Morris est incarcéré dans des prisons de plus en plus grandes et surtout de plus en plus strictes. Avant Alcatraz, il s'était déjà enfui de plusieurs prisons justement, notamment la prison d'Atlanta. Tu verras pourquoi je te parle de cette prison. Ça a un lien tout ça. Bon, on revient. Mais cette fois, il tombe dans la forteresse ultime. Mais Frank, c'est pas le gars comme les autres. Lui, il voit ce que certains ne voient pas. Le moindre petit trou de souris qui peut lui permettre de sortir, il va le voir. Il va commencer par repérer la routine des gardiens et les moindres failles du système. Avec lui, rien n'est laissé au hasard. Et jour après jour, il calcule son coup. Tu l'as compris? Ça va être le cerveau de cette histoire. Mais il sait que seul, il ne peut pas s'évader. Il a besoin d'aide. Et c'est là que vont rentrer les autres personnages dans cette histoire. Dans le même bloc, 2 autres détenus, Josh et Clarence Englin, matricule 1485 et 1476. Ces 2 frères originaires de Floride, voleurs de banque, plutôt discrets et travailleurs. C'est surtout des mecs rusés. Les 2 ont pris 60 ans de prison pour des affaires de grand banditisme et surtout de braquage de banque. Entre eux, une connexion se crée directe. Il y a le 4e personnage. Il y aura aussi Alan West, matricule 1335. Et lui, c'est le gars, rusé, plutôt débrouillard. D'ailleurs, il connaît Frank. Ils étaient dans la même prison à Atlanta. Tu sais, cette fameuse prison où ils se sont évadés. Mais il faut savoir que Allen s'est aussi évadé de cette prison. Les 4 détenus ont tous été dans la même prison, la prison d'Atlanta. Et ils ont créé un lien d'amitié. Ils vont préparer un plan minutieux. Cela prendra plus de 6 mois. Et tout ça sous le nez des gardiens. Alors on va parler de la préparation, parce que les gars ils devaient plus en pouvoir, tellement ils ont fait preuve d'imagination. Écoute bien ça. Frank avait repéré que dans chaque cellule, il y avait des petites grilles de ventilation, une trentaine de centimètres, juste derrière la cuvette des toilettes. Derrière cette cuvette, il va repérer qu'il y a une gaine qui en théorie mène sur le toit du bâtiment. Il avait aussi repéré que les murs s'effritaient à cause de l'air marin. Quand je t'ai dit que Frank, il en a là-dedans, c'est qu'il en a là-dedans celui-là. Maintenant, je vais te parler du matériel. Comment ils ont fait? Parce que c'est fou. Frank et ses compères ont commencé par voler des cuillères dans la cuisine de la prison. Puis, ils ont aussi volé un moteur d'aspirateur dans le local technique et des lames de scie. Alors, tu vas te dire pourquoi? Pour pouvoir faire une perceuse. C'est complètement dingue. Avec le moteur. C'est fou. Moi, je trouve ça fou, en tout cas. Toutes les nuits, pendant que tout le monde dormait, Maurice creusait le mur de sa cellule avec la cuillère. Ouais, t'as bien entendu. Ça démarre par une putain de cuillère. Pour que les gardiens ne voient pas l'avancée, ils vont jusqu'à dissimuler le trou de la ventilation avec un carton bricolé avec de la peinture. Le perçage avec le moteur de l'aspirateur. Tu te doutes que ça a fait du bruit. Alors comment ils ont fait? Caché par la musique de la radio, que Maurice allumait exprès chaque soir. Il creusait lentement, méthodiquement, jusqu'à atteindre les conduits d'aération.
Les gravats seront cachés dans leur poche et seront discrètement jetés lors de leur promenade. Comme ça, ils n'éveilleront aucun soupçon. Tout a été pensé, réfléchi. Pendant ce temps, les frères Englin préparent autre chose. Ils sculptent des têtes factices, remarquablement réalistes, à partir d'un mélange de savon, de dentifrice, de poussière de béton et de papier toilette. Pour les cheveux, ils ramasseront dans le salon de coiffure de la prison. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Ces fausses têtes serviront à tromper les gardiens pendant leur absence. Mais il reste un détail crucial. Comment traverser la baie? Ils ont trouvé la solution. Ils vont voler des imperméables d'autres détenus. Dans la blanchisserie, plus de 50 pour faire le radeau. Ils voleront aussi à l'atelier de blanchisserie du fil et des aiguilles et cousent à la main. Et maintenant, comment gonfler le radeau? Ils vont avoir l'idée du gonfleur. Ils vont aller voler un accordéon dans la salle de musique. C'est fort. Quand je te dis qu'ils ont été très forts, depuis le début, c'est très fort. Les coutures seront vulcanisées à la vapeur. En gros, c'est pas compliqué. C'est de l'air bouillant qu'ils trouveront, car il y a dans les gaines de la prison de l'air très très chaud. Et ils vont se servir de ça pour confectionner le radeau. Et voilà comment un radeau de plus de 2,50 m de long voit le jour. Les détenus avaient consulté un numéro de Popular Mécanique pour apprendre les techniques de construction de radeaux. C'est un exemplaire de magazine. Comment je le sais? Parce que cet exemplaire, il a été retrouvé dans leur cellule après l'évasion. Pour les pagaies, ils voleront dans l'atelier de la prison des morceaux de bois et feront des petites pagaies en bois. Tout simplement. Pour te dire, ça va loin. Ils iront jusqu'à créer même des gilets de sauvetage. Tout est calculé et pensé. Une folie. Une folie, mais un bricolage de génie. C'est un travail lent et chacun tient au courant de l'avancée des travaux les autres. Et dans la nuit du 11 juin 1962, tout est prêt. L'évasion se fera sur la partie nord de l'île. Si je te dis ça, c'est parce que ça va avoir son importance. Il est 21h30. La nuit est calme, la météo est favorable. La marée est descendante. Tout est calculé. 22h, dernier appel des gardiens. Ils fermeront les cellules, éteindront les lumières. La routine commence, le silence. 22h30, les gardiens passent dans les couloirs, jettent un œil rapide dans les cellules. Tout semble être normal. Les prisonniers dorment. Leur tête repose sur l'oreiller. Enfin, c'est ce que pensent les gardiens. Les 3 fugitifs avaient placé leur mannequin dans leur lit. Frank Morris va être le premier à ouvrir la grille. Il passe la tête, puis tout le corps. Il rejoint le passage derrière la cellule, suivi des 2 frères Englin, John et Clarence. Alan West n'arrivera pas à ouvrir sa grille. Les détenus tentent de l'aider, mais rien n'y fait. C'est bloqué. Pas le temps de perdre du temps. Les 3 détenus laisseront West seul. Ils grimperont ensuite jusqu'au toit, en montant près de 9 mètres de tuyau. Ce tuyau les montera sur le toit d'Alcatraz. Une fois là-haut, ils glissent dans le noir, sous la pluie battante. Ils ne voient pas grand-chose. C'est nuit noire. Ils descendent avec des câbles artisanaux, évitant la lumière des projecteurs. La peur, l'angoisse, les lumières, ils finiront par arriver le long d'un conduit de 15 mètres. Le moindre faux mouvement, et c'est la mort. Ils vont finir par atteindre le sol. En bas, ces 2 clôtures de plus de 4,50 m chacune. Mais rien n'arrêtera leur envie de s'évader. Après avoir franchi les clôtures, pleines de barbelés d'ailleurs, ils courent jusqu'au rivage. Là, leur radeau les attend. Sur la rive nord de l'île, il est 23h. Le temps compte, le stress monte. Ils gonflent l'embarcation. Ils mettront plus de 20 minutes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont réussi. Ils embarquent et ils disparaîtront dans la nuit, sur la baie de San Francisco. Le silence et plus rien. Pas un cri, pas une trace. Juste le bruit des vagues. Le lendemain matin, 7h15, un gardien remarque quelque chose d'étrange. Il va découvrir la tête en papier dans le lit de Morris. Il touche, c'est froid, rigide.
la tête tombe. Et là, alerte générale. Ils découvrent les 3 cellules de vide. Les sirènes retentissent, les hélicos tournent au-dessus de l'île. Là, c'est branle-bas de combat. Une recherche intensive fut immédiatement lancée, impliquant le FBI, les gardes côtières, l'armée, la police locale. Pendant 10 jours, ils fouillent la mer et la terre à la recherche des 3 fugitifs. Mais les 3 hommes, eux, ils ont totalement disparu. Le FBI pousse leurs recherches encore plus loin. On retrouvera un morceau de radeau déchiré, une pagaie flottante dans la baie et un sac plastique contenant des affaires et un gilet de sauvetage. Mais pour le moment, aucun corps. Le problème, c'est que c'est assez courant que des personnes se noient dans la baie et que leur corps ne soit jamais retrouvé. D'ailleurs, tiens, la nuit de l'évasion, un homme a mis fin à ses jours en sautant du pont de San Francisco. Et son corps, il n'a jamais été retrouvé. Pourtant, les gardes-côtes, ils ont essayé d'intervenir immédiatement et on ne l'a jamais retrouvé. Donc c'est tout à fait plausible que les 3 corps n'aient jamais été retrouvés. Un mois plus tard, le 17 juillet, un corps a effectivement été retrouvé par un cargo norvégien. On ne saura jamais si c'était un des 3 détenus, tellement le corps est abîmé après autant de temps dans l'eau. Mais cela est crédible, car d'après les médecins légistes, un corps peut flotter jusqu'à 5 semaines après une noyade. Et surtout, ce corps portait un jean qui ressemble étrangement au jean que portaient les détenus. Alors quoi? Le FBI va conclure tout simplement que les hommes se sont noyés, que l'eau glacée a eu raison d'eux, et surtout que personne ne peut survivre à cette traversée. Alors, fin de l'histoire? C'est West qui racontera tous ces détails. Il veut minimiser sa peine. Il racontera jusqu'au plan final, et je t'explique. En vérité, les fuyards ne devaient pas rejoindre San Francisco, mais Angel Island, une île un peu plus éloignée. L'objectif était de gagner du temps sur les autorités qui, naturellement, auraient cherché du côté de la côte la plus proche. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont pris la fuite du côté nord de l'île. Ces déclarations sont donc totalement crédibles. Le temps passe et le FBI fermera l'enquête en 1979. Et ils seront déclarés officiellement morts. L'évasion de 1962, c'est plus qu'une simple fuite. C'est un véritable symbole, celui de la ruse, de la patience et de la liberté. Pour te dire, Hollywood s'en empare. En 1979, Clint Eastwood joue Frank Morris dans L'évadé d'Alcatraz. Le film devient culte. Et encore aujourd'hui, des touristes du monde entier visitent l'île. Ils s'arrêteront tous d'ailleurs devant la cellule 138, celle de Frank Morris. Ils regarderont tous dans le trou du mur et ils se demandent, est-ce qu'il a vraiment réussi? Certains disent que non, que c'était impossible. D'autres jurent avoir vu les frères Englin vivant au Brésil. C'était tout ça dans les années 1970. Un cliché pris des 2 frères en 1975, pris par Fred Brizzi, un ami d'enfance des 2 frères. Englin, devenu trafiquant entre la Floride et l'Amérique du Sud. Et cette photo, elle a été remise aux familles. On distingue les 2 hommes barbus, ressemblant étrangement quand même à Clarence et à John. Alors, est-ce que c'était vraiment eux ou pas? En tout cas, selon certains, ils auraient vécu là-bas dans une ferme isolée. Mais l'affaire, elle va connaître un dernier rebondissement. Écoute bien. 31 décembre 2013. 50 ans après l'évasion. Une mystérieuse lettre arrive aux autorités américaines. Son auteur prétend être John Englin. Il affirme que son frère et lui ont bel et bien réussi à s'échapper, mais de justesse. Écoute bien. Mon nom est Josh Englin. Je me suis évadé d'Alcatraz en juin 1962 avec mon frère Clarence et Frank Morris. J'ai 83 ans et je suis en mauvaise santé. J'ai un cancer. Oui, nous avons tous survécu. Et il révélera que Frank Morris serait mort en 2008 et que Clarence Englin est mort lui en 2011. Il ajoute qu'il accepterait de se rendre à une seule condition. Si vous annoncez publiquement à la télévision que vous me promettez que je n'irai pas en prison et que je pourrai être soigné, je vous dirai exactement où je suis. Ce n'est pas une blague.
Cette lettre pousse les enquêteurs à réouvrir le dossier. Des analyses ADN sont réalisées, mais les résultats restent non concluants. Il faut savoir encore qu'en 1975, et toujours du côté de la famille Inglin, un Noël, la mère des deux frères aurait reçu un courrier signé de leurs mains. Il existe aussi une rumeur. Lors du décès de celle-ci, il y aurait eu la présence de deux hommes qui se seraient déguisés en femmes pour l'enterrement. Cela reste des rumeurs, mais voilà, c'est dit. Au moins tu le sais. Alors la question reste ouverte. Ont-ils battu Alcatraz? Alors je vais te dire ce que moi je pense de tout ça. Quoi qu'il en soit, ces trois hommes ont marqué l'histoire. Ils ont fait ce que aucun autre n'a osé faire. Défier l'impossible. Et quelque part, ça force le respect. Pas pour leurs crimes, non, mais pour leur détermination, leur courage et ce besoin vital de liberté. Alors, à ton avis, toi, sont-ils morts dans la baie cette nuit-là? Ont-ils réussi à s'en sortir? Dis-le moi dans les commentaires. Est-ce que tu penses que tout ça c'est une fable qui a été racontée et ils se seraient noyés dans la baie? Ou ont-ils survécu? Moi je pense qu'ils s'en sont sortis. Quand tu es aussi déterminé, que tu te bats, je pense qu'ils ont réussi. Alors après, ce n'est qu'un pressentiment. Et mon avis personnel. C'était Julien Legaune et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker, partager et active la cloche, tu ne louperas aucune vidéo. Je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire. Ciao.